Philippe Vigier, bonjour. Bonjour. Vous êtes député UDI d'Eure-et-Loire. Alors hier, vous étiez à l'Assemblée pour écouter Édouard Philippe. Pourquoi avez-vous assisté au discours de politique générale et pas au discours du président de la République la veille à Versailles? Parce que je me suis déjà expliqué là-dessus. Le fait qu'il y ait deux interventions, celle du chef de l'État lundi et mardi, je trouvais que ça brouillait un peu les choses, même si le chef de l'État, on a bien vu, est resté dans plutôt un discours de philosophie générale, plutôt qu'une action précise du gouvernement. Et moi, de discours complémentaires finalement alors ça paraît complémentaire, mais enfin, en dehors de parler d'une réforme institutionnelle nouvelle annoncée donc par Emmanuel Macron, rien de nouveau. Moi, j'attendais par exemple du président de la République que sur l'Europe, puisqu'il a souhaité réunir les parlementaires, ils disent ce qu'il allait faire, qu'ils prennent une initiative. Et je dis ça, cette initiative sur l'Europe, le jour même où on va accompagner Simone Veil tout à l'heure, cette femme exceptionnelle, européenne convaincue, qui a présidé le Parlement européen et qui a été une de celles qui a contribué à la construction européenne. Donc sur le discours de politique générale d'Édouard Philippe, je veux dire de la sobriété. Je pense que l'efficacité devrait être au rendez-vous et moi je me suis abstenu sur ce vote. Quelle est la raison finalement principale pour laquelle vous vous êtes abstenu? Pourquoi vous n'avez pas voulu voter cette confiance? Mais parce que quand vous votez la confiance, c'est-à-dire que vous êtes d'accord avec tout. Moi j'ai dit que j'étais un constructif, j'étais un opposant constructif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui ira bien, qui ira dans le bon sens, qui permettra de renforcer la France, de la dynamiser, de libérer les énergies, je serai là. Et vous verrez, présent. Mais vous n'êtes pas certain que ça rétablisse la immense confiance. Efficacité. Mais j'ai écouté aussi le discours d'Édouard Philippe. Quand, par exemple, il ne veut pas revenir en arrière sur cette affaire de taxe d'habitation, qui est une arme de destruction massive contre les collectivités territoriales dont on a tant besoin. Lorsqu'il ne veut pas... La taxe d'habitation sera étalée sur tout le quinquennat. Oui, mais vous pensez vraiment qu'elle va se faire? Vous savez de combien il s'agit? Il s'agit de 10 milliards. Même si vous l'étalez sur 5 ans, c'est 2 milliards par an. Expliquez à des communes, alors que ce sont les collectivités qui investissent beaucoup plus que l'État. Deuxième chose, sur la CSG, j'aurais aimé qu'il entende ce que nous disons depuis quelques semaines. Que cette CSG qui va augmenter brutalement pour les retraités, mais également pour les fonctionnaires, pas de mesures de compensation annoncées hier, eh bien, ça n'est pas non plus la bonne direction. En revanche, j'ai souligné d'ailleurs... Donc ça veut dire quoi? Encore un ras-le-bol fiscal à attendre pour les Français? Mais écoutez, vous voyez, pour tout vous dire, là, nous sommes en audition de Didier Migaud, le premier président de la Cour des comptes, qui a qualifié le budget 2017 d'insincère. Il y a un dépassement de 8 milliards d'euros, 20 milliards attendus en 2018. Donc il y a des mesures de correction budgétaire à faire. Ça, c'est l'héritage de M. Hollande. Vous avez entendu ces mesures de correction. Vous savez, vous, après le discours d'Édouard Philippe, comment on va combler ce trou de 4 à 5 milliards? Il n'a pas précisé. Non, c'est pas 4 à 5, c'est 8. Il n'a pas précisé. En 2017 Non, 8 milliards pour cette année 2017. Et 18 à 20 milliards annoncés pour 2018. Il n'a pas annoncé, Édouard Philippe, comment il allait faire. Il a dit qu'il allait décaler un certain nombre de mesures. Par exemple, le fameux CICE, les crédits d'impôt compétitivité emploi, qui devaient être transformés en baisse de charges sociales, ça sera décalé d'une année. La réforme de l'ISF sera décalée d'une année. Une mesure qui a été prise, c'est le gel du point des fonctionnaires. Ça va rapporter 2 milliards. Voilà, il faut dire les choses simplement. Vous savez, moi, je veux vraiment que ce pays... C'est pas une politique de droite, finalement, ça, Philippe Vigier? Écoutez, arrêtons de caricaturer droite et gauche. Vous savez, il y a des convergences à trouver. Moi, si je suis là où je suis, justement en opposant constructif, c'est que il y a longtemps que j'explique qu'il y a des bonnes idées dans toutes les têtes. Simplement, on peut y avoir des divergences. On peut pas être... Si on est d'accord sur tout, c'est qu'on est d'accord sur rien. Donc simplement, laissez-nous avoir cette idée forte d'accompagner le Premier ministre sur un certain nombre de chemins. Par exemple, je voudrais insister sur ce qu'il a dit sur la santé et sur l'éducation. Et je partage pleinement les deux objectifs qu'il s'est fixés. Sur la santé, la sécurisation des retraites est indispensable. L'accès aux soins qui doit être amélioré. Le reste à charge qui a augmenté. La désertification médicale. Il y a des mesures qui sont annoncées. On verra si elles sont suffisantes ou pas. En tout cas, vous savez que c'est un sujet sur lequel je suis beaucoup impliqué. Sur l'éducation, franchement, là, il tourne le dos à ce qui a été fait ces 5 dernières années. Et il a raison. L'apprentillage de la lecture, le problème du redoublement. Il y a quand même des points positifs dans ce que vous avez entendu hier. Mais absolument, c'est la raison pour laquelle je me suis abstenu. Alors, beaucoup de mesures, vous venez de les énoncer. Comment on finance tout ça? Vous avez la réponse, vous? Pour le moment, on ne le sait pas. C'était donc hier un discours de politique générale. Maintenant, on va voir, vous savez, ce qu'on appelle le discours. Après, il y a la traduction budgétaire. On va voir tout ça, comment ça va fonctionner. Tout en tenant l'objectif de 3%, vous pensez que c'est faisable? L'objectif de 3%, il ne sera atteint que si on fait 4 milliards d'euros d'économies. Comment on fait pour faire ces économies? Soit on gèle des crédits, soit on augmente les impôts. Je ne souhaite pas qu'on rajoute de l'impôt sur la tête des Français. On va écouter Éric Ciotti, qui a pris la parole ce matin, et vous réagissez juste après. Édouard Philippe dépend étroitement du bon vouloir du président de la République. Vous allez me dire, c'est classique sous la Ve République, si ce n'est que là, sa légitimité personnelle est inexistante. Sa fonction
son poste, il le tient uniquement du président de la République. Donc nous le verrons à l'œuvre. J'ai entendu son discours hier, qui était un discours qui avait du contenu, même si je conteste beaucoup des mesures qui ont été annoncées, notamment au plan fiscal. Et on va revenir nous le dessus. verrons à l'œuvre. Est-ce que Édouard Philippe est une marionnette entre les mains du président de la République? Non, là, vous voyez, pas C'est ce que semble dire Éric Ciotti. moi, je vais vous dire une chose très simple. Il a montré qu'il avait les épaules pour être Premier ministre de la France. D'abord, c'est un homme qui est passionné par l'action publique, mais il a d'autres centres d'intérêt dans la vie politique. Donc moi, je le connais bien. C'est un garçon équilibré, intelligent, brillant. Maintenant, il est en charge de la politique que va définir Emmanuel Macron, mais il va y apporter sa pierre. Il y a un certain nombre de choses sur lesquelles je me retrouve. Je les ai précisées tout à l'heure. Par exemple, la loi travail. Puisque vous savez que la ministre a été auditionnée dès hier soir par la Commission des affaires sociales. Ça, c'est un sujet important sur lequel il faut avancer. Et nous aurons d'ailleurs, et nous avons fait avec le groupe auquel j'appartiens, les constructifs, des propositions dès hier soir parce qu'il faut de l'efficacité. Vous avez déposé des amendements également? On va déposer quelques amendements pour améliorer ce texte, même si vous voyez, le président de la République parlait lundi de l'organisation des travaux du Parlement. Juste pour que vos auditeurs comprennent. Le dépôt des amendements, c'était hier à 17h. Vous voyez que ça va très vite. Ça veut dire que vous n'avez pas eu le temps d'en déposer? Non, moi je souhaite justement, puisqu'il y en a un nouveau quinquennat, qu'on fabrique la loi dans des meilleures conditions. Pour les parlementaires, mais aussi pour le gouvernement. Est-ce que c'est pas fait exprès, tout simplement? Ce calendrier est très serré? Vous voyez, moi je ne suis pas cynique à ce point-là. C'est le début, c'est un peu la rentrée des classes, chacun a son cartable. Bon, mais le fait est que certains groupes n'ont pas eu le temps de travailler sérieusement sur ce texte. C'est ce que vous nous dites aussi. Nous allons auditionner d'ailleurs dans les prochaines semaines les partenaires sociaux parce qu'on fait une loi efficace. Eh bien, il faut qu'elle soit nourrie des contributions diverses et variées. En tout cas, sur la loi travail, il faut aller vite. L'habilitation des ordonnances, eh bien, nous sommes d'accord pour dire on y va. Après le contenu, on réservera notre réponse à ce contenu. Vous avez été convaincu par Muriel Pénicaud hier ou pas? Moi, je n'étais pas à l'audition. Je fais partie de la commission des finances, donc je n'étais pas à l'audition de Muriel Pénicaud. Il y a donc un vote de confiance très large pour Édouard Philippe, 370 voix pour. Est-ce que ça, finalement, c'est un blanc-seing pour mener toutes les réformes que Emmanuel Macron et Édouard Philippe voudront? En tout cas, c'est un gage d'intelligence collective. Ça veut dire que les parlementaires, les uns et les autres, quelle que soit leur sensibilité politique, en dehors de certains qui sont opposés pour s'opposer, je pense à M. Mélenchon, que la situation du pays était tellement grave qu'on devait laisser la possibilité au gouvernement d'être efficace et de résoudre les problèmes de la France. En tout cas, au groupe des constructifs, on s'inscrit dans cette démarche-là. On va écouter Jean-Luc Mélenchon, justement, qui s'est exprimé ce matin. Le chemin qui est pris, c'est celui du coup de force. Et je veux en souligner la gravité. Parce que vous me parlez du coup de force, j'ai parlé de coup d'État social. Ça, oui, je le maintiens. Il faut bien que vous compreniez, le code du travail, c'est pas le code de la route. C'est 100 ans de lutte sociale et de compromis sociaux. C'est mai 1936, mai 1968, le Conseil national de la résistance, tout l'acquis de 1981 ou de ce qu'il en reste aujourd'hui. Tout ça, tout est modifié, c'est un bouquin qui est comme ça, tout ça est modifié sans que nous puissions toucher, nous parlementaires, qui sommes la représentation du peuple, une ligne, un adjectif. Est-ce que cette réforme du Code du travail fait tomber un certain nombre d'acquis sociaux? Là où Jean-Luc Mélenchon se trompe, ces acquis sociaux sont des peaux de chagrin à l'heure actuelle. Parlez à un salarié qui est au chômage, où est la protection sociale? Parlez à un salarié dont le salaire est bloqué, où est la protection sociale? Parlez à un fonctionnaire qui a vu de catégorie C, en bas de l'échelle, qui ont vu leur salaire bloqué pendant 4 ans, où est la protection sociale? Parlez aux CDD, parce que le code du travail est tellement dur à l'heure actuelle, que sur 10 emplois créés, 9 sont des CDD. Quand vous êtes en CDD, vous pouvez acheter une voiture, vous pouvez acheter un appartement, vous pouvez aider vos enfants à financer des emprunts pour leurs études? Non. Donc, en défendant ce que dit Jean-Luc Mélenchon, il rajoute de la précarité à la précarité. Et les salariés, d'ailleurs, ne s'y trompent pas. Ils le voient. Votre groupe hier, certains ont voté pour la confiance au gouvernement d'Édouard Philippe, d'autres comme vous se sont abstenus. Est-ce qu'il y a une division assez claire finalement entre les Républicains constructifs et les UDI? Non, écoutez, le groupe Les Constructifs, d'abord il y avait la liberté de vote. Ça c'est la clé de voûte de notre groupe. 2 tiers se sont abstenus. 1 tiers ont voté la confiance, la règle du jeu était là, pour des raisons diverses et variées. Écoutez, Est-ce qu'on peut vraiment dire que vous êtes dans l'opposition du coup?
Ah mais bien sûr, moi écoutez, je vous l'ai dit depuis le début de l'émission, je suis une opposition constructive et je ne changerai pas. Et c'est vraiment la ligne de l'ensemble des membres du groupe? C'est la ligne du groupe. Certains sont encore plus proches du gouvernement ou de l'action gouvernementale pour des raisons personnelles ou des raisons de conviction. Mais en tout cas, l'immense majorité du groupe est en opposition constructive et ne comptez pas sur nous pour être dans la majorité. Alors après le poste de questeur qui a été attribué à Thierry Solaire, auquel vous faisiez référence il y a quelques instants, l'UDI n'a pas obtenu de poste de vice-présidence de l'Assemblée. Est-ce que, comme Yves Gigot, vous vous interrogez sur la pérennité encore de ce groupe? Écoutez, on s'est expliqué pendant 2 jours sur ces affaires-là. Elles sont derrière nous. Il faut savoir passer à autre chose. Maintenant, nous sommes dans le dur, les finances publiques, la loi travail. Je regrette qu'il n'y ait pas de vice-présidence pour l'Assemblée, pour le groupe des constructifs. Mais maintenant, il faut justement travailler et construire pour la France. Donc vous ne demandez pas à Thierry Solaire de rendre son poste de questeur, finalement? Les choses ont été faites en son temps. Maintenant, on passe à autre chose. Vous êtes vraiment passé à autre chose? Vous me connaissez, j'ai plutôt un caractère pour avancer. Est-ce que le groupe LR Constructif UDI a vocation à devenir après un parti? Écoutez, c'est une démarche nouvelle. Donc la vocation à élargir, bien sûr. Il y a des gens de radicaux de gauche qui peuvent être intéressés par cette démarche, peut-être d'autres républicains. Vous savez, ce groupe constructif deviendra un parti si nous avons la capacité à rassembler, à être attractifs, à travailler ensemble, à montrer un esprit d'équipe. Et là, je pense qu'on a quelques progrès à faire. Mais on sait que le 11 juillet, il y a un bureau politique aux Républicains qui pourrait décider de l'exclusion de certains membres, notamment de votre groupe LR Constructif. Est-ce que vous pensez du coup qu'il est temps de créer autre chose tous ensemble? Enfin, vous y travaillez déjà? Écoutez, ce sera les perspectives de la rentrée. Voilà, à la rentrée, non pas à la rentrée maintenant parlementaire, mais à la rentrée des classes au mois de septembre. À la rentrée de septembre. Il faudra travailler une offre politique nouvelle. Un hommage va être rendu ce matin à Simone Veil dans la cour des Invalides, hommage national. Quel hommage vous voulez lui rendre ce matin sur ce plateau? Je pense que c'est vraiment une femme absolument extraordinaire. Vous savez, lorsqu'il y a eu le texte sur l'IVG, sur le délit d'entrave, il y a quelques semaines à l'Assemblée nationale, j'ai été l'orateur du groupe. Et j'ai relu des passages du discours de Simone Veil. Une femme d'exception d'abord par son parcours, une femme parce qu'on sait qu'elle a été déportée, on sait dans quelles conditions elle est revenue, une femme d'exception par son engagement politique et ce qu'elle a fait à l'Assemblée nationale, notamment avec l'IVG, une femme d'exception pour la construction européenne, et puis une femme d'exception tout court parce que c'est une femme profondément humaniste qui aimait les autres. Et pour notre famille, l'UDI, puisque c'était également une militante UDI, ça restera pour moi un des visages qui a compté et qui comptera pour l'avenir, un peu comme celui de Valéry Giscard d'Estaing. Est-ce que le combat pour l'IVG reste aujourd'hui d'actualité? Vous nous parliez du délit d'entrave. Il reste totalement d'actualité. On sait très bien que les problèmes de délit d'entrave peuvent être encore là. Maintenant, ils se font sur ce qu'on appelle sur les sites Internet. D'ailleurs, les pro-IVG et des anti-IVG. Tout ce qui est excessif est insignifiant. Vous connaissez cette belle citation. En tout cas, il faut protéger ce droit, qui est un droit pour les femmes important. Moi, je ne suis pas un pro-IVG absolu. Simplement, ça permet de résoudre un certain nombre de situations difficiles. Et puis la décision ultime, elle n'appartient qu'aux femmes elles-mêmes. Il y a une décision qui pourrait être prise par le président de la République sur la PMA pour toutes. Il y a eu un avis favorable du Conseil national d'éthique. Est-ce que vous êtes favorable à cette réforme? Je n'ai pas changé d'un centimètre ou d'un millimètre sur cette affaire-là. Je suis tout à fait opposé à ce que la PMA et la GPA soient réservées à des couples homosexuels, pour dire les choses. Écoutez, moi qui suis biologiste de formation, combien de couples infertiles à l'heure actuelle ne peuvent avoir accès à la PMA de grâce? En tout cas, ce combat, je le mènerai ici. Mais ça doit rester pour les couples hétérosexuels. Quand on n'a pas la chance dans un couple hétérosexuel d'accueillir un enfant, il faut aider ces familles-là qui sont demandeuses et pour lesquelles c'est un véritable parcours du combattant. Pourquoi une différenciation finalement entre ces familles hétérosexuelles et ces familles homosexuelles qui aujourd'hui peuvent toutes se marier finalement? C'est l'ordre naturel des choses, un papa et une maman pour avoir des enfants. Et quand il y a déjà des couples hétérosexuels, eh bien écoutez, autant sur l'avortement, je pense qu'on a trouvé une position la plus équilibrée possible, autant sur le mariage homo, les choses maintenant existent et elles sont bien, elles permettent à chacun de vivre son amour comme il le souhaite. En revanche, pour la PMA et la GPA, je ne changerai pas d'une seconde. Et là, j'y apporterai toute mon expérience professionnelle. Merci Philippe Vigier d'avoir été avec nous ce matin, député UDI d'Eure-et-Loir. Très bonne journée à vous.